Il est 13 heures dans les locaux de Esaü Télévision ce lundi 8 décembre 2025, internautes de Esaü TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, ce dimanche 7 décembre, une opération militaire coordonnée vise à renverser le président Patrice Talon. Après des heures de tension, la résidence présidentielle est sécurisée et l'ordre républicain rétabli. Compte rendu des faits dans un instant. À l'international, de la RDC au Cameroun jusqu'au Soudan, les crises s'enchaînent. Violences armées, trêves paralysantes et frappes meurtrières frappent les populations civiles et fragilisent les équilibres sécuritaires régionaux. Et puis en sport, Damissa FC, tenu en échec par Dragon FC de l'Ouémé et Buffalo FC s'impose face à la jeunesse sportive de Popé. Plus de détails dans cette édition. Rebonsoir chers internautes, coup de théâtre à Cotonou dans la matinée de ce dimanche 7 décembre. Peu avant l'aube, des tirs retentissent autour de la résidence présidentielle. Un groupe de militaires lance une opération coordonnée visant à renverser le président Patrice Talon. Les forces loyalistes réagissent immédiatement, déployant des unités d'élite, verrouillant les axes stratégiques et quadrillant le ciel. Pendant quelques minutes, les mutins parviennent pourtant à créer la surprise. Ils prennent brièvement le contrôle de la télévision nationale et diffusent en boucle un message annonçant la création d'un comité militaire pour la refondation dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigré. Ils y déclarent vouloir destituer le président, suspendre la Constitution et fermer les frontières. La riposte est rapide. À 9h30, la résidence présidentielle est entièrement sécurisée. Selon des sources sécuritaires, une dizaine de militaires impliqués dans la tentative sont arrêtés. La situation est sous contrôle, l'ordre républicain est rétabli, assure le ministre de l'Intérieur en direct à la télévision. Le calme revient progressivement à Cotonou, tandis que les forces armées poursuivent les opérations de sécurisation. Dans la soirée, le président Patrice Talon s'adresse à la nation depuis les locaux du palais de la Marina. Il condamne fermement la tentative de déstabilisation et salue la réactivité des forces de défense et de sécurité. Il assure les citoyens sur la stabilité des institutions, appelle au calme et à la vigilance et promet que tous les responsables, quels qu'ils soient, répondront de leur acte conformément à la loi. Une enquête est ouverte pour déterminer l'ampleur exacte du punch avorté et identifier les soutiens dont auraient bénéficié les mutins. Rappelons que les deux généraux de l'armée, Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, ainsi que le colonel Gomina Faizou ont été libérés ce matin. Dans la foulée de la tentative de putsch déjouée dimanche à Cotonou, un drame s'ajoute au climat de tension. L'épouse du général de corps aérien Bertin Bada a succombé aux blessures infligées lors de l'attaque armée menée contre leur domicile. Selon le haut gradé, une horde de militaires assaillants a pris d'assaut sa maison, blessant grièvement son épouse Berthe qui n'a pas survécu. Très éprouvé, le général Bada appelle aux proches et sympathisants à s'unir en prière. À Parakou, la lutte contre les violences basées sur le genre a réuni ce week-end acteurs institutionnels et communautés autour d'un même objectif, renforcer leur collaboration pour mieux prévenir les violences faites aux femmes. Un forum organisé par MAP Afrique et le CECI dans le cadre des 16 jours d'activisme et qui a permis de dégager des pistes d'action concrètes. Reportage signé Mouidino Lawani. Renforcer la collaboration entre acteurs institutionnels et communautaires pour prévenir les violences basées sur le genre. C'est autour de ce thème que s'est tenu ce samedi 6 décembre à Parakou le forum de dialogue et d'engagement contre les violences faites aux femmes organisé par MAP Afrique en partenariat avec le Centre d'études et de coopération internationale CECI. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans la dynamique mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Nous avons initié ce forum afin de pouvoir sensibiliser les populations et les communautés à la base sur la question réelle des violences basées sur le genre. Et nous avons su dans nos activités sur le terrain, nous rencontrons beaucoup de cas, des femmes qui se plaignent, qui se confient à nous par rapport à cette question qui sévit vraiment dans le Borgou.
Durant cette rencontre, 2 communications majeures ont animé les échanges. La première est revenue sur la nécessité d'une collaboration étroite entre institutions publiques et communautés locales, et la seconde s'est penchée sur les causes profondes et les conséquences de ces violences avant d'ouvrir la voie à une réflexion commune pour l'élaboration de plans d'action concrets. On a, au cours des sessions, fait un bref aperçu des choses. On a aussi eu à organiser des travaux de groupe et tout le monde a participé. Les résultats sont vraiment riches. On dit que l'homme ne pleure pas et que l'homme doit être toujours fort. Mais c'est du sang qui coule dans ses veines. Donc aujourd'hui, je lance la sensibilisation, l'appel à ce que les hommes aussi parlent. Au fil des discussions, les participants ont pu mieux saisir les enjeux du thème, comprendre les réalités du terrain et mesurer l'importance de leur rôle dans la chaîne de prévention. J'ai répondu présente à cette invitation parce que je suis intéressée par les questions de VBG et j'aimerais savoir qu'en tant que jeune, ce que je pourrais faire pour lutter contre les violences basées sur le genre. Cela fait partie en réalité de notre tradition en islam. Et lorsque dans une communauté, il y a un groupe de gens qui quand même organisent des séances de sensibilisation sur une chose qui est commune à toute la communauté, il est bon d'y adhérer et également aussi d'y prendre part. Je crois que les dés ont été jetés et puis le travail va se poursuivre, chacun dans sa communauté et dans son domaine d'influence. Une mobilisation qui, loin d'être symbolique, marque un pas supplémentaire dans la lutte contre les violences basées sur le genre à Parakou. Les organisateurs espèrent désormais que les engagements pris dépasseront les murs de la salle pour se traduire sur le terrain en actions concrètes au bénéfice des femmes et des filles de la cité des Kobourou. Passons à la page internationale. Instabilité, violence et tensions sociales, 3 actualités majeures, rappellent une fois de plus la fragilité de plusieurs régions d'Afrique centrale et de l'Est. De la RDC au Cameroun jusqu'au Soudan, les crises se multiplient, touchant à la fois les populations civiles, les infrastructures vitales et les équilibres sécuritaires. Retour sur une série d'événements qui témoignent d'un climat régional sous haute pression avec Héroïne au Papana. Les 3 actualités qui se chevauchent entre la RDC, le Cameroun et le Soudan dressent le tableau d'un continent où l'instabilité se nourrit autant des conflits armés que des tensions sociales non résolues. Elles traduisent un même constat: l'absence de réponse structurelle et la fragilité persistante des mécanismes de prévention des crises. En RDC, la signature à Washington d'un accord de paix censé désamorcer les tensions entre Kinshasa et Kigali n'a pour l'instant eu aucun effet sur le terrain. Les combats se poursuivent dans le sud Kivu, comme si le document signé était resté sans traduction opérationnelle pour les acteurs impliqués. L'avancée de l'AFC M23 à Luvungi, la fuite des populations et l'impossibilité pour le CICR d'atteindre les blessés rappellent que l'Est congolais demeure un foyer de guerre où les engagements diplomatiques se heurtent à la réalité des rapports de force. Le fossé entre les signatures internationales et les souffrances locales paraît plus profond que jamais. Quelques centaines de kilomètres plus à l'ouest, au Cameroun, c'est une autre forme de tension qui secoue le pays, celle entre population civile et forces de sécurité. La gifle infligée à un camionneur, geste banal mais symboliquement lourd, a suffi à déclencher un blocage de 5 jours sur la nationale numéro 1. Cette route, artère vitale pour le commerce régional, illustre les aspirations croissantes des transporteurs face aux tracasseries sécuritaires. L'intervention militaire qui a permis de dégager l'axe montre que la réponse reste essentiellement coercitive sans traiter les causes profondes du malaise. La reprise du trafic timide et sous tension laisse planer la menace de futures explosions sociales. Au Soudan, enfin, l'horreur se répète. L'attaque de Kaloji qui a fauché des dizaines de civils, dont une quarantaine d'enfants, s'inscrit dans une spirale de violence qui échappe à tout contrôle. Les FSR, déjà accusés de massacre après la prise d'El Fasher, continuent de frapper sans que les médiations régionales ne parviennent à infléchir la dynamique meurtrière. Les frappes contre une école et un hôpital témoignent d'une escalade qui piétine les normes humanitaires les plus élémentaires. Le silence ou l'impuissance des acteurs internationaux fait peser le risque d'une normalisation de l'humain.
Pris ensemble, ces trois événements soulignent la vulnérabilité politique de la région, conflits transfrontaliers persistants, méfiance envers les forces étatiques, effondrement des protections civiles. Ils mettent aussi en lumière un besoin urgent de mécanismes de gouvernance robustes, d'amnistie effectifs et de réformes internes capables de prévenir les flambées de colère ou de violence. En Afrique centrale comme dans la Corne de l'Afrique, les crises se répandent et se renforcent les unes les autres. Tant que les solutions resteront ponctuelles, militarisées ou diplomatiquement symboliques, les populations continueront de payer le plus lourd tribut. Sport pour boucler cette édition face au Dragon FC de l'OME ce dimanche. Damissa FC est tenu en échec sur ses propres installations après un match dominé jusqu'à la fin de la rencontre. Une situation qui ne permet pas au club de Ndali d'aller de l'avant. Le club compte désormais 17 points et garde provisoirement la 7e place du classement. Réaction du coach de Damissa FC et du capitaine des Dragons FC au micro de Elvi Kongbeto. Vraiment, les matchs d'aujourd'hui, je suis très fâché parce que je ne suis pas content de tout. Je ne peux pas comprendre qu'avec les occasions, créer les occasions nettes, qu'on rate les occasions des premiers méta. Au début jusqu'à la fin, on a de rater des occasions impossibles. Vraiment, ça me dépasse. Je ne suis pas du tout content de ce qui s'est passé ce soir. Parce que ça, ce n'est pas un match digne. C'est un match qu'on doit gagner coûte. Mais je ne sais pas si c'est arrivé qu'avec les joueurs ratent toutes les occasions impossibles devant les buts. Vraiment, je suis très mécontent des joueurs parce qu'ils n'ont pas pu marquer les buts. Ils ont raté les buts, c'est-à-dire les buts impossibles. Je peux comprendre qu'une équipe peut jouer, peut ne pas créer l'occasion, on peut comprendre, mais on crée des occasions nettes qu'on ne peut même pas compter. Et puis on ne peut pas mettre un dedans, vraiment, c'est pas du tout bon. Pas du tout bon. C'est comme une défaite pour moi ce soir. Je dois continuer toujours de travailler le travail de finition parce que je vois que les joueurs, leur finition un peu, c'est pas trop ça. Il manque de concentration devant les buts. Et aussi, c'est-à-dire il fait les mauvais choix. Ce qu'il faut faire au bon moment, il ne fait pas. Là, il doit calmer, contrôler pour marquer les buts. Il va se presser pour jeter les ballons, n'importe comment. C'est-à-dire, c'est un manque d'intelligence. Sinon, s'il y a un peu d'intelligence, on gagne les matchs. Mais je vois que les Saka là, il manque beaucoup d'intelligence sur le terrain. C'est ça qui fait qu'il rate trop les occasions impossibles. Vu qu'on a perdu le match passé, on a suivi les consignes du coach. Il nous a parlé, il nous a motivés. Il nous a dit de ne pas être pressé sur le terrain. Vu que nous sommes à l'extérieur, de rester derrière le ballon pour pouvoir conserver la possession de la balle. On défendait ensemble et on attaquait ensemble. On va continuer par travailler, parce qu'on descend un peu en bas du tableau. Donc ce n'est pas bien pour nous. Et le match prochain, c'est à domicile contre Asvo. On va essayer de remonter la pente. Enfin, face à la jeunesse sportive de Pobé ce dimanche, Buffalo FC a assuré l'essentiel en allant s'imposer sur le score de 2-1 à Pobé grâce aux réalisations de Manchoudou Gambari et de Sanounou Abou. Une belle opération qui permet aux gérants du Septentrion de renouer avec la victoire. Le club compte désormais 24 points et garde provisoirement la 2e place du classement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.